Bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre dans le programme du soir sur New World Info ce lundi. On va parler du Niger ce soir dans le décryptage de l'actualité. Nous allons évoquer cette attaque contre la résidence du président de l'Assemblée nationale à Niamey dans la nuit de vendredi 11 à samedi 12 juin. Des assaillants s'en sont pris à la résidence du président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou. Attaque terroriste ou crime de petits délinquants de Niamey, les réseaux sociaux accaparent l'affaire. Une enquête suit son cours. Des hommes armés ont tiré sur des agents de la garde nationale au domicile donc du président Seyni Oumarou. Le bilan est d'un garde de corps tué et d'un autre blessé. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. C'est quand même assez spectaculaire ce qui s'est passé donc dans la nuit de vendredi à samedi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? En fait, devant la maison du président Seyni Oumarou, qui est la deuxième autorité du Niger en tant que président de l'Assemblée nationale, deux hommes venus à moto ont tiré sur un des gardes qu'ils ont malheureusement tué. Ils ont tiré également sur le second garde qu'ils ont blessé, mais qui a pu malgré tout courir et rentrer dans la maison. Les caméras de surveillance qui montraient tout ça ont montré ces deux hommes à moto qui sont allés s'intéresser à un véhicule 4x4 Fokker qui était devant la maison. Ils ont essayé d'allumer le véhicule. Ils n'ont pas réussi à le faire. Bon, ayant tiré des coups de feu, ils savent très bien que tout le monde est au courant. Donc, en n'étant pas en mesure d'allumer le véhicule, ils ont repris leur moto, ils se sont enfuis. Donc, ça pose un sérieux problème parce qu'au minimum, c'est du grand banditisme. Quand on voit une attaque comme celle-là qui s'est faite autour de 1h du matin, dans la nuit du vendredi au samedi passé. Alors, quand on suit le modus operandi, jusque-là, on n'est pas très sûr s'il s'agit d'attaques terroristes ou de grand banditisme. Une chose au moins est sûre, c'est au moins du grand banditisme. Puisque les sources officielles des forces de défense et de sécurité qui s'exprimaient disent que c'est vrai que ce grand banditisme, les braquages, comme on l'appelle, existent au Niger, comme on le voit dans pratiquement chacun de nos pays. Mais ceux qui font ce braquage, les gens connaissent les armes qu'ils utilisent. La particularité ici, c'est que le braquage a été fait avec une AK-47. Et une AK-47 n'est pas quelque chose que l'on voit habituellement dans les braquages au Niger, avec ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, le petit banditisme, s'il y en a un qui est véritablement petit. Donc, pour eux, il y a déjà cet élément qui pose problème. C'est pourquoi ils disent qu'au moins, c'est du grand banditisme. Au pire, c'était peut-être une attaque terroriste où le véhicule en particulier intéressait les gens pour qu'ils puissent l'emporter dans les zones où ils sont pour en faire un moyen de locomotion. Mais ici, il y a quand même ces bandits, ou quel que soit le nom qu'on leur donne, qui attaquent le domicile d'un officiel. Ils ne sont pas sans savoir qu'il y aurait des gardes armés. Oui, mais c'est pourquoi il faut voir comment ils sont venus, avec quelles armes ils sont venus. Ils n'ignoraient pas ce qu'ils risquaient. Et c'est pourquoi on parle minimum de grand banditisme, parce que c'est des gens qui étaient venus avec une certaine force de feu, parce qu'ils savaient très bien qu'il risquait d'y avoir de la riposte de la part de ceux qui assurent la sécurité de ce deuxième personnage de l'État du Niger. Mais ça ne les a pas empêchés d'attaquer, ce qui veut dire certainement ils ont observé le coin pendant longtemps, ils sont venus, ils ont bien vu la voiture, au moins ils voulaient la prendre, mais malheureusement, ça n'a pas pu marcher puisqu'ils n'ont pas pu démarrer la voiture, puisque de plus en plus, avec les voitures automatiques et autres là, on n'est plus à l'époque où on enlève des fils à l'intérieur de la voiture, on met ensemble et puis la voiture s'allume. Ben, peut-être que leur connaissance n'est pas encore arrivée à ce niveau. Pourquoi tente-t-on d'écarter la piste de l'attaque djihadiste? Pour le moment, il n'y a pas d'éléments probants. Il n'y a pas d'éléments probants parce que ceux qui parlent d'attaque djihadiste se fondent surtout sur le fait que quand on regarde les images de la vidéo, la vidéosurveillance précisément, ils disent qu'ils sont habillés comme s'habillent généralement les djihadistes. Bon, pour ceux qui connaissent cette argumentation, elle ne tient pas la route parce que les djihadistes s'habillent de façon générale conformément aux populations de la zone dans laquelle ils se trouvent. Donc, il ne faudrait pas qu'à chaque fois que quelqu'un est habillé de la sorte, qu'on veuille en faire systématiquement un djihadiste. C'est d'ailleurs ce qui est à l'origine de beaucoup de bavures de la part de nos armées qui tirent sur des populations civiles parce qu'elles sont habillées, entre guillemets, comme des djihadistes, alors que c'est le contraire.
C'est ces soi-disant djihadistes qui s'habillent comme ces populations locales pour pouvoir mieux se fondre au niveau de ces populations. Donc pour le moment, c'est le seul élément que les gens donnent et il n'est pas encore suffisant quand même pour qu'on puisse dire que c'est une attaque djihadiste. L'autre élément qui est plus sérieux pour qu'on dise que ce pourrait être ces gens-là, c'est le type d'arme qui a été utilisé. C'est le culot également. C'est-à-dire ce courage de venir attaquer la maison du président de l'Assemblée nationale pour au moins subtiliser une voiture. Ça leur ressemble puisqu'on les a vus attaquer des casernes. Ce n'est pas la maison du président de l'Assemblée nationale avec quelques gardes qui va faire peur à ceux qui attaquent des casernes militaires. Est-ce que la maison du président de l'Assemblée nationale ne se trouve pas dans une zone très protégée? Pas protégée de façon excessive parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que Niamey n'est pas encore une zone où les attaques sont aussi nombreuses au niveau du Niger. La zone la plus difficile, c'est la zone de Difa qui est à la frontière avec le Nigeria. C'est la zone des 3 frontières avec le Mali et le Burkina. Donc Niamey est encore considéré quand même comme une ville assez sûre. Il y a eu de temps en temps le rapt des otages français, l'attaque de certains Français qui étaient là-bas, qui avaient été malheureusement tués. Et ça, on pensait que c'est plutôt une action de revanche de l'action française contre Drukdel, etc. Mais de façon générale, Niamey n'est pas considéré comme un espace d'insécurité pour le moment par rapport à cette question du terrorisme. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez des espaces qui sont là où les gens vivent plus ou moins normalement avec quand même un minimum de sécurité comme ces forces de défense et de sécurité qui se trouvaient devant la maison du président de l'Assemblée. Et les images prises par les caméras de surveillance, est-ce qu'elles permettent d'identifier les individus qui sont arrivés? La police n'a rien dit et bien sûr c'est tout à fait normal. Ils sont en train de faire l'enquête. Ils n'ont pas donné les images véritablement. C'est juste des bribes qu'ils ont données. Ils sont certainement en train de faire le travail qu'il faut. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, à partir d'une vidéo, on peut faire ce qu'on appelle de l'identification sur la base de la figure faciale, comme on l'appelle. Certainement, ils sont en train de faire ce travail pour essayer, sur la moto, sur les personnes, d'essayer d'identifier qui sont les auteurs, à qui appartient cette moto. Mais bien sûr, ça, c'est les enquêtes. La police ne va pas du tout communiquer là-dessus, au risque de voir la personne concernée se dire que mais on est à mes trousses et aller se mettre à l'abri. Ils ne vont rien dire sur ces questions, mais c'est très sûr que la police scientifique est en train de travailler sur cela. Au moment de la commission du fait, quand les bandits ou les présumés bandits ont pris la fuite, il n'y a pas eu de tentative de poursuite? Il n'y en a pas eu véritablement parce que le temps de la riposte, eux, ils étaient déjà partis et comme c'est avec une moto, vous imaginez très bien qu'on ne prend pas une moto pour prendre la voie habituelle principale où on peut être vu et poursuivi sur un long chemin. Certainement, en venant, ils avaient autant prévu leur attaque que par quel chemin ils vont passer par le retour. Ils ont dû certainement passer par des voies où finalement, le temps que la riposte n'arrive, la moto est où? Elle est passée par ici, elle a tourné à gauche, elle a tourné à droite. Bon, rien que le temps de prendre ces renseignements pour pouvoir suivre la moto, eux, ils ont le temps d'aller suffisamment loin pour ne pas être facilement retrouvés, surtout sur la base d'une course-poursuite. Parce qu'ils ne vont pas se mettre sur un chemin complètement nu, où même de loin, on peut savoir que les voilà en train de fuir avec la moto. Et surtout que l'attaque a eu lieu à 1h de la nuit où il est difficile d'avoir des témoins. Mais tout à fait, à 1h du matin, à Niamey, une bonne partie de la population est en train de dormir comme dans une bonne partie de nos villes, sauf quand c'est dans des zones chaudes où à cette heure-là, il y a un autre mode de vie et ce n'est pas du tout le cas pour Niamey. Comment réagit la population malienne, nigérienne en général à cette attaque? C'est l'inquiétude. Puisqu'en fait, c'est pourquoi dans les réseaux sociaux, on parle plus de les djihadistes sont venus, etc. C'est plutôt l'inquiétude, et avec raison. Parce qu'imaginez si on attaque la résidence du président de l'Assemblée nationale, ben la résidence du Nigérien ordinaire où il n'y a même pas, je dis même pas un gardien, même pas du gardiennage privé, il n'y a personne. Ben, si celui-là n'est pas en sécurité, l'autre personne qui a une 4x4 devant sa voiture, vous imaginez la question que la personne doit se poser. Et c'est pourquoi, au départ, c'était plutôt une sorte de panique quand même sur les réseaux sociaux où les gens disaient, voilà, Niamey n'est plus sûr. Si on peut attaquer le président de l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui peut échapper, n'importe qui peut se voir arracher son véhicule, etc. Mais pour le moment, la réaction de l'autorité a été plutôt de tranquilliser les populations en considérant que c'est un phénomène plutôt exceptionnel. Ce n'est pas
une réalité de tous les jours. Et est-ce que ce phénomène a déclenché un renforcement de la sécurité autour de la résidence de personnalité? À coup sûr. À chaque fois, ça sonne l'alerte, puisque tant qu'il n'y a pas ce problème, on se dit on a mis un certain nombre d'éléments pour la sécurité. Si ces éléments n'ont pas été capables de répondre devant cette attaque, automatiquement, il faut revoir le système de sécurité qui avait été mis en place devant la maison du président de l'Assemblée, mais bien sûr, devant la maison de toutes les autres personnes, comme lui, responsables au niveau étatique et qui peuvent faire l'objet d'une attaque. Il va falloir revoir le système de sécurité et bien sûr, ça a été fait par les forces de défense et de sécurité pour ne pas subir une deuxième attaque de la sorte et subir encore un échec parce que ces gens-là ont réussi à partir, même s'ils n'ont pas emporté le véhicule. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on va marquer maintenant la pause et nous allons revenir après pour recevoir l'invité de ce soir. Il s'agit de Adrien Poussou, ancien ministre de la Communication et de la Réconciliation nationale de la République centrafricaine.